surtout, je ne vais pas vendre Microsoft, mais sur tous les produits Microsoft, vous avez, quand vous allez dans le menu revue, je suppose en français, vous allez avoir un Accessibility Tool qui va pouvoir vous guider pour vous montrer que faire pour que vos slides soient accessibles à tout apprenant. Donc, une des fonctions, par exemple, serait à présent, pour moi, d'avoir closed caption pendant que je parle, pour que les non-entendants puissent lire ce que je suis en train de dire. D'accord? Des petites choses comme ça qui... en Grande-Bretagne, en fait, si vous allez dans des conférences, vous verrez que c'est quelque chose de relativement commun. Et vous avez même la possibilité de traduire, si vous êtes en webinaire, les délégués peuvent mettre les closed captions dans la langue de leur choix. Et ça, c'est vraiment valuable. Je m'excuse, hein, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'exprimer en français. J'ai quitté le pays depuis pas mal d'années et j'avoue que mon vocabulaire est plutôt anglophone. Pardonnez-moi. Ça va? Je veux faire une démo quand même sur l'accessibilité. Sinon, on va mettre mon ordi. Et on n'a pas le son là pour le moment. Si, on a le son, c'est juste sur votre c'est bon. On va mettre le mien, je crois, non? On n'a pas mis la clé, vous l'avez plus? Il faut que j'installe un truc. En plus, il faut que j'aille sur internet. Je vais faire la conf. Donc, ce qui est formidable, c'est que Laurent, qui est notre intervenant sur l'accessibilité, va vous faire des démonstrations d'accessibility avec le son. Donc, voilà. C'est pas une vidéo. C'est carrément l'OS qui a un truc qui s'appelle NVDA. Est-ce qu'on peut tester le son là? Mettez-le pour voir. Ou quelque chose qui a du son, n'importe quoi. Donc en Grande-Bretagne, tout organisme, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui travaillait en université. Est-ce que vous travaillez dans des établissements publics d'éducation? Non? Oui? Donc en Angleterre, par exemple, nous avons des règlements comme quoi tout enseignement, tout contenu, toute plateforme doivent être accessibles. Et c'est relativement rigide. Dans le sens où vous êtes obligé de publier sur votre site un guide et un statement sur l'accessibilité et comment être accessible. Et ça, c'est formidable en soi. Et ça a permis vraiment à beaucoup de gens et d'enseignants, etc., et de vraiment transformer leur contenu de formation. Ça va aller? Ouais. Bon, allez, je vous présente. C'est parti. Donc, nous avons le plaisir d'avoir Laurent Ono, excusez-moi, qui est président fondateur de Succubus Interactive et qui va nous parler de l'accessibilité de la formation digitale pour apprenants atypiques et avec Cap Compétences. Donc, j'ai suffisamment parlé en attendant. Et je laisse la parole à Laurent. On l'applaudit, s'il vous plaît. Prends ton micro en attendant. Merci. Celui-là, je sais pas comment il marche. Bonjour à tous. Merci. Donc désolé, petit cafouillage. Justement, problème d'accessibilité. Il faut régler le son qui sort du PC. Voilà. Ça va peut-être fonctionner. Ça fonctionnera peut-être pas. Si ça fonctionne pas, on n'aura pas de démo. C'est un peu dommage. Vous viendrez sur mon stand. Je suis en N20 et puis je vous la ferai en direct pour ceux que ça intéresse le plus. Je vais donc vous parler, alors, qui je suis. Donc normalement on devait être deux, on devait être Yuna et Laurent. Yuna a besoin de se reposer un petit peu, finalement ce sera que Laurent, désolé. Nous ne sommes pas des experts, je vais vous parler d'un sujet que je maîtrise mal. Nous sommes une entreprise qui a été sollicitée pour réaliser un serious game accessible. Donc, on avait dit pas de problème, on va faire ce qu'il faut. Et je vais vous raconter cette aventure et cette péripétie parce qu'en fait on a fait beaucoup plus de choses que prévu. Succubus Interactive, c'est une entreprise qui a été créée en 2002. On a déjà 20 ans. J'avais 24 ans quand j'ai créé l'entreprise. Vous faites le calcul. On a fait plus de 150 jeux. Et on a gagné 16 trophées internationaux parce qu'on essaie de faire des bons jeux. On n'y arrive pas toujours, mais on se donne beaucoup de mal en tout cas.
Mon email, je l'ai mis sur tous les slides, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un email, vous n'hésitez pas à me demander les slides. Je vous les enverrai en retour d'email avec grand plaisir. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, vous pouvez me faire immédiatement une demande d'amis et on le saura pour le reste de notre vie. Je vais aller vite parce que j'ai pris du retard et puis parce qu'on va rattraper aussi le petit retard de la conférence d'avant. Le handicap, qui connaît ici l'accessibilité? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sensibles au sujet, genre vraiment? Alors on va dire tous ceux qui sont un peu sensibles au sujet. Il n'y a pas beaucoup de... Ah, quand même, d'accord. Ceux qui sont vraiment sensibles au sujet. Ah, ok, on va dire il y a la moitié de la salle qui ne sait pas. Et un quart qui sait bien. Bon, je vais aller assez vite là-dessus. Pour le quart qui connaît bien, désolé. C'est très codifié. Il y a beaucoup de travaux qui ont été menés. On va catégoriser les handicaps en 5. Auditif, visuel, cognitif, moteur, psychique. Auditif, voilà, visuel, vous imaginez. Cognitif, c'est la façon de penser, de réfléchir. Moteur, c'est la capacité à bouger, à se déplacer, mais ça compte aussi la capacité à cliquer. Et psychique, on va dire, ça va plus être sur le côté émotionnel. On ne s'adressera pas à tous ces types de handicaps, c'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre le projet assez rapidement. Il y a 4 grands principes dans l'accessibilité, c'est rendre perceptible, rendre utilisable, rendre compréhensible, rendre robuste. Je me suis beaucoup posé la question, ça veut dire quoi, robuste? Robuste, ça veut dire que c'est compatible avec les liseuses. Et vous allez voir, c'est le cœur de la conférence. Perceptible, qu'on peut correctement voir, utiliser, compréhensible, bon, ça parle de soi. Il y a des normes, il y a une norme mondiale, la WCAG, il y a une norme française, la RGAA, qui ont plusieurs versions, spécifications, ça définit des niveaux. En gros, la façon simple de le présenter, il y a le niveau A, ce qui doit être fait, le niveau AA, ce qui devrait être fait, c'est une ancienne façon de présenter les choses, mais elle parle un petit peu mieux, c'est le niveau recommandé par notre gouvernement, et le AAA, ce qui peut être fait. Et on va beaucoup revenir dessus. Alors, ok, que faire? Je veux prendre, par exemple, comme nous, un projet de Serious Game, le rendre accessible. En fait, la première question qu'il va falloir se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus simple à faire et qu'est-ce qui va apporter le plus grand gain? Il y a plein d'autres questions à se poser, mais en tout cas, celle-là, c'est vraiment la première. C'est une question de temps, l'accessibilité. Plus on investit, plus on se donne du mal et plus on va rendre les choses accessibles. Donc, qui dit temps, dit budget. Donc, on va évidemment se poser les questions, combien de personnes on touche? Est-ce que dans ce public-là, on a beaucoup de ce type de handicap, donc on va le faire passer en priorité, etc., etc. En fait, on va parler des différents assets, les ressources qu'on a à l'intérieur. Nous, dans nos projets de Serious Game, on a du texte, bien évidemment. Ça va, c'est presque déjà accessible. Il y a des outils supplémentaires qui permettent de le rendre parfaitement accessible. Je vais y revenir. Il y a des images. Des images, c'est facile, c'est la catégorie facile. On peut faire du haut contraste, on peut décrire avec du texte l'image. Bon, des fois, c'est quand même pas toujours simple. Un schéma, décrire un schéma avec du texte, c'est compliqué. D'ailleurs, le schéma, c'est justement pour éviter une image vaut 1000 mots. Et on va arriver vers quelque chose d'un peu plus compliqué, l'image animée. Quand on a une image animée dans les jeux vidéo, dans les serious games, dans l'e-learning, c'est ça. Un film ou un livre audio. Un livre audio, c'est quand même une histoire, mais qui est vraiment faite pour ça, quoi, pour être écoutée, alors qu'un film, bon... Donc l'image animée, ça devient difficile. Et alors les graphismes animés interactifs, ça c'est vraiment ce qu'on fait. Et là, je vous ajoute une notion supplémentaire, c'est l'interactivité. Alors, ça a été étudié. Ça a été étudié dans le jeu vidéo traditionnel. C'est pas ce qu'on fait, on fait du serious game. Je vais vous expliquer la différence juste après. Est-ce que c'est adapté? Voyons déjà ce qu'ils ont étudié en jeu vidéo. Ils ont trouvé 5 grands points qui peuvent se rendre accessibles. Encore une fois, donc les textes. On va grossir les textes, une plus grande taille, on va changer la fonte pour avoir des fontes plus lisibles. On va changer la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan. C'est très traditionnel. Vidéo-image, on va, au-delà de la description, on va pouvoir zoomer. Donc ça veut dire que si vous développez un jeu vidéo qui va tourner sur console et que vous voulez le rendre accessible, vous devez implémenter, développer à l'intérieur du jeu vidéo la possibilité de zoomer par endroit. Ça commence à devenir un travail. Un mode haut contraste pour permettre que les déficients visuels puissent, même avec des déficiences pas complètes, puissent jouer. Audio, ça c'est très traditionnel aussi. On va mettre des sous-titres, on va mettre de la description. Le monde du cinéma, ils le font tout le temps. Il y a toujours un fichier de sous-titres spécialement accessible, avec description des bruits de fond, description des musiques. Voilà, ça on sait faire. Et là, on commence à arriver sur quelque chose de beaucoup plus compliqué, les contrôles. Les contrôles ne s'adressent pas qu'aux personnes qui ont un handicap moteur. Ça peut aussi s'adresser aux personnes qui ne voient pas et qui du coup ne peuvent pas cliquer à un endroit avec la souris. Donc ils ne vont pas utiliser la souris, ils vont utiliser un autre type de contrôle. Ce qu'on demande dans les jeux vidéo,
c'est qu'on puisse régler la sensibilité, que ce soit pas trop sensible, qu'il fasse faire des grands gestes pour qu'en fait finalement il se passe pas grand chose à l'écran. Qu'on puisse remapper. Souvent il y a des boutons, il y a des touches, les touches du joystick, les touches du pad, les touches du clavier. Il faut pouvoir les remapper, ça veut dire qu'il faut pouvoir choisir que d'autres touches soient utilisables à la place de celles proposées par défaut. Ça c'est important dans plein de handicaps. Et ce qui est quand même vraiment agréable, c'est de permettre la saisie vocale. Sauf que vous imaginez, vous développez un jeu, vous n'avez pas du tout prévu qu'il y ait une utilisation avec un micro. Généralement, c'est dans les jeux multijoueurs et en plus, on utilise des programmes tierces. Et là, il faut rajouter toute une brique fonctionnelle qui permet d'entendre ce que dit, de déclencher des commandes, d'analyser. Bah, c'est pas compliqué. Personne ne le fait, même les plus gros jeux, même les plus gros studios. Puis là, on va arriver sur encore d'autres fonctionnalités, ça devient très compliqué. L'ergonomie, alors il faut des consignes, il faut en permanence expliquer ce qu'on est censé faire. Il faut un mode entraînement, parce que si on perd et qu'on fait game over et qu'on peut même pas passer le niveau 1, qu'on peut même pas passer les 10 premières secondes, c'est vraiment très frustrant et du coup on peut pas jouer. Donc il faut pouvoir s'entraîner jusqu'à temps d'obtenir le bon niveau pour y arriver. Être capable de mettre en pause à n'importe quel moment. Être capable de sauvegarder, quitter la partie, revenir, reprendre. Il faut qu'il n'y ait pas de contrainte de temps. Si jamais on vous donne 10 secondes pour faire une action, pour certaines personnes, il en faut 60. Donc ils pourront jamais réussir. Donc il y a un niveau de difficulté qui aura été jaugé sur cette contrainte de temps pour des personnes sans situation de handicap qui n'est pas du tout adapté aux personnes en situation de handicap. Et donc de la même façon, cette difficulté, il faut que ce soit configurable à travers tout le jeu, plus ou moins facile. Ça c'est le jeu vidéo. Alors, est-ce qu'on a des opportunités un petit peu différentes dans le monde du serious game? Je pensais pas, parce qu'en fait je connaissais déjà ce monde du jeu vidéo, et je m'étais dit que bon, on voulait le faire parce que ça nous semblait important, mais que je savais pas trop comment on allait le faire. En fait, il faut comprendre que dans le serious game, c'est pas tous les types de jeux. On va avoir les jeux de rôle par difficulté croissante d'accessibilité. Jeux de rôle, jeux de plateau, business game, simulation de gestes. Les jeux de rôle, typiquement, c'est des personnages, c'est des histoires. Les jeux de plateau, c'est des petits jeux de société, c'est un trivial poursuite, c'est un quiz, c'est ce genre de choses-là. Les business games, c'est plus compliqué, c'est des interfaces, on simule une entreprise ou quelque chose comme ça. Et la simulation de gestes, vous mettez un casque, et puis avec votre main, vous allez couper un arbre, puis vous apprenez le métier de tronçonneur, de forestier, voilà. Ou de dentiste, ou peu importe. Ça, c'est des choses qu'on voit assez fréquemment. Évidemment, rendre accessible la simulation de gestes, probablement impossible. Mais nous, on nous a demandé de faire un jeu de rôle. Et donc, des personnages, des décors, dialogue, c'est des personnages qui se parlent, il y a des choix successifs pour faire avancer la conversation. Ça paraît pas trop d'interaction. Et il y a de l'exploration, je vais naviguer de lieu en lieu et je vais avoir des interactions avec des éléments dans le décor ou des personnages qui sont dans le décor. Et je vais cliquer sur un personnage, ça va me déclencher un dialogue. Je vais cliquer sur une porte, ça va l'ouvrir. Ou alors au contraire, ça va me dire la porte est fermée, je n'ai pas la clé. Voilà. C'est ça un jeu de rôle. Les seules animations, puisque je vous rappelle que notre problématique pour nous, c'est les graphismes animés interactifs. Les seules animations, ce sont des personnages et des déplacements de caméra. Ce sont donc des interactions parfaitement contrôlables. Et pardon, quel est le problème de l'interaction? C'est vrai que je suis passé un petit peu vite là-dessus, c'est que j'essaie de rattraper le temps. Le problème de l'interaction, c'est qu'on ne sait pas ce que le joueur va faire. On n'a aucune idée de ce que le joueur va faire. Ce qui signifie qu'on ne peut pas prévoir un mode d'accessibilité pour cette animation, puisqu'on ne sait pas comment l'animation va se dérouler, puisqu'elle est interactive. C'est ça la grande problématique de l'interaction. Alors nous, on nous a demandé de faire un jeu en accessibilité totale. Surdité ou cécité absolue. Pas les deux en même temps, bien évidemment, mais l'un ou l'autre. Ça a été une grande surprise pour nous, parce qu'en fait, finalement, quand on avait lu le cahier des charges, quand on avait répondu, on avait peut-être lu un petit peu trop rapidement, mais on nous avait demandé de faire de la tabulation et puis faire que ce soit accessible en termes de sous-titres, doublage audio. On a dit ça, c'est très habituel, il n'y a pas de souci, on va rajouter la tabulation. Finalement, on s'est rendu compte que non, on nous demandait des petites choses en plus. Et du coup, je vais vous expliquer ce qu'on nous a demandé. Donc, à gauche, vous allez avoir la liste des problèmes qu'on nous a demandé de résoudre, et puis à droite, les solutions qu'on y a apportées. On n'a pas toujours trouvé les solutions du premier coup, il a fallu qu'on tâtonne un petit peu, et on a eu quelques petites péripéties en cours de route. Alors au début, on nous a dit, il faut rédiger des consignes partout. Quand on doit cliquer sur un choix pour sélectionner un choix, puis ensuite cliquer sur valider. Normalement, c'est une interaction, on ne donne pas de consigne parce que c'est évident, on clique sur un choix, on voit le bouton valider qui apparaît, on clique sur le bouton valider, on passe à la suite. Là, il fallait qu'il y ait une consigne qui explique ça. Quand il y avait un bouton suivant, il fallait qu'il y ait écrit juste au-dessus, appuyez sur le bouton suivant pour passer à la suite. Les images ont un champ alt texte, désolé pour la technicité, mais c'est pas très compliqué, qui les décrit. Ça veut dire qu'on doit être capable de décrire des images pour que les gens qui ne puissent pas les voir puissent les écouter, au moins.
Et il fallait tout doubler. On ne doit jamais avoir un seul texte qui n'a pas un audio qui va avec. Et dans l'autre sens, si jamais on a un audio, on doit systématiquement avoir le sous-titrage qui vient avec. Alors les solutions. D'abord, rédiger des consignes partout. Ça, c'était finalement assez facile et ça a rendu notre dispositif quelque chose qu'on appelle FALC, facile à lire et à comprendre. En fait, on a gagné, alors ça ralentit un petit peu l'expérience, mais on a quand même gagné quelque chose à faire ça. Ensuite, pour les images qui ont un champ alt-texte, quelque chose qu'on n'avait même pas conçu au début, c'est qu'il allait falloir permettre, comme tous les autres éléments textuels du jeu, qu'ils soient modifiables dans le temps. Si on change l'image, il faut qu'on puisse changer le texte. On a dû modifier notre back-office pour que ces contenus textuels, ces descriptions puissent être changées. Et finalement, quand on nous a dit de tout doubler, doubler des dialogues, mettre les sous-titres, c'était déjà le cas, c'était déjà prêt. Nous, on pensait que ça allait pas être un grand travail, en fait. À lui, l'interface graphique, désolé pour les raccourcis, User Interface, évidemment, on a du texte un petit peu partout, mais à quel moment est-ce qu'on doit lire que le bouton suivant, il y a écrit suivant dedans? Quand on arrive sur l'écran, on lit tous les boutons, donc c'est impossible, en fait. Et on comprend que pour répondre à ce besoin d'interfaces graphiques qui vont poser des soucis, au minimum, il faut proscrire les boutons où il y a une icône et il n'y a pas de texte en dessous. Si vous mettez une icône, genre une flèche pour dire suivant, vous devez écrire suivant en dessous. Si jamais vous utilisez des couleurs pour dire ça c'est vert, c'est bon, ça c'est rouge, c'est pas bon, ça marche pas non plus, il faut rajouter une information de texte, c'est bon. Et en plus, on va aller jusqu'au bout, on va doubler avec un petit feedback audio qui dit c'est bon. Et puis pareil, donc voilà, feedback audio discret et cohérent. On a quand même rajouté un son au survol de chacun des boutons. Donc quand on bouge la souris, on entend tonk, 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 tonk. On l'a fait très discret pour que ça n'empêche pas, parce que ça c'est la dernière problématique que je vais aborder avec vous après, que ça n'empêche pas les personnes sans handicap de profiter d'une expérience ergonomique, standard, comme ce qu'ils auraient si jamais le jeu n'avait pas été adapté pour l'accessibilité. L'idée, c'était pas de faire deux versions. Hein. L'idée, c'est pas de faire une version spécialement accessible et une version non accessible. L'idée, c'était que tout soit en un. Allez, ces problèmes-là, ça s'est bien passé. Et là, un jour, on nous a dit « Les textes peuvent être prononcés par une voix de synthèse générée par la liseuse. » Comment est-ce qu'on donne les textes à la liseuse? En fait, il y a une seule et unique façon. Il faut que la liseuse accède au texte, ce qui signifie qu'il faut qu'on fasse une page HTML. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans le monde du jeu vidéo, on ne fait pas de page HTML. On ne décrit pas un contenu structuré avec des balises, il n'y a pas le texte accessible direct, c'est pas du tout comme ça que ça marche. On utilise un canvas. Un canvas, c'est un amas de pixels dans lequel on fait tout ce qu'on veut. Et donc évidemment, cet amas de pixels, la liseuse ne sait pas le déchiffrer, ne sait pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Un calvaire, nous n'utilisons pas Unity, nous avons nos propres technologies, on les maîtrise du début à la fin. On a reprogrammé notre moteur pour que finalement il génère du HTML. Donc ça, c'était un travail qui n'a pas du tout été imaginé, qui nous a bien pris par surprise. On travaille depuis 15 ans sur ces technologies-là, on les maîtrise particulièrement bien. Ça n'a pas été si atroce que ça, pas du tout budgété. Donc on continue sur l'accessibilité totale. On nous a demandé, ça c'était dans le cahier des charges, on le savait, navigation entièrement au clavier, touche tab. On l'avait programmé. Les actions possibles à un moment donné ne peuvent être que des boutons ou des liens. On l'a découvert. Comment on a fait? Navigation entièrement au clavier, touche tab, pas de souci. En fait, c'est le comportement par défaut des navigateurs. Donc on avait programmé le fait que quand on appuie sur la touche tab, on passe à l'élément interactif d'après. On l'a débrayé, on l'a débranché ce truc-là, puisque c'est ce que fait le navigateur. Quand on l'a reprogrammé en HTML, cette fonctionnalité a été offerte. Attention, il faut prendre en compte l'ordre de tabulation et attention, il faut soigner un tout petit peu l'esthétisme parce que quand on utilise cette fonctionnalité-là, vous allez avoir un mode survol de la souris quand vous passez sur quelque chose. Enfin, ça utilise le focus du navigateur. Si vous faites un gros truc jaune fluo hyper bien visible, même les gens qui ne sont pas en situation de handicap vont le voir. Donc, comme la liseuse s'occupe de tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir le mode au contraste. Donc, on a pu faire quelque chose d'esthétique qui gère le focus, mais c'était des petites surprises en cours de route. Et alors, il n'y a pas de difficulté technique finalement à faire que les actions possibles à un moment donné ne puissent être que des boutons ou des liens, mais dans le jeu, ça veut dire qu'on n'a aucune zone de saisie, on n'a pas de zone sensible dans une image, on ne peut surtout pas cliquer à un endroit, on ne peut pas naviguer en cliquant un endroit dans une image pour aller, je ne peux pas cliquer sur la porte pour dire je veux aller dans la pièce d'à côté, je ne peux pas drag-dropper l'image, plein de mécaniques qu'on utilise habituellement,
disparu, on n'a plus le droit de les utiliser. Pas de commande de touche au clavier, alors on fait pas de jeu d'action, mais vous imaginez un jeu de voiture en accessibilité, pouvoir aller à gauche, pouvoir aller à droite, il faut que ce soit pas forcément flèche gauche, flèche droite, voilà. Ou alors il faut que ce soit remappable, etc. En résumé, il faut proscrire complètement le clic à un endroit précis. Il y a une règle à retenir, c'est celle-là. Si vous faites un clic à un endroit précis, vous avez perdu toute votre accessibilité, vous n'allez plus jamais vous en sortir. Alors normalement, on est censé faire une démo, et il me reste 6 minutes. Est-ce qu'on a du son? Le conférencier appelle la technique. Le conférencier appelle la technique. Je vais donc vous faire une démo sans son. Ça va être moins bien, hein, je vous préviens. Donc, je vous ferai cette démo avec grand plaisir sur mon stand. Là, du coup, vous n'allez pas pouvoir voir les fonctionnalités de la liseuse. Moi, je peux avoir le son qui va sortir là. Éventuellement, je peux essayer de mettre le micro. On va tenter un truc que j'avais pas pensé. On peut réessayer la technique, là j'ai du son là qui sort. 60, 83, 63. Haut-parleur, Realtek i2, volume 100. Et donc vous entendez le son. Cap compétences, Google Chrome, sacubers.fr. Internet. Barre d'outils, apps.sacubers.dev. 5 minutes, je suis large. Titre niveau 1, aucun accès à Internet. Voici quelques conseils. Une petite liste chanson de 3 éléments, puce vérifier les câbles réseau, le modem et le routeur. Puce reconnectez-vous au réseau Wi-Fi. Puce lien non connecté. Connexion Galaxy. Liste. Déconnecté. Smart apps.sac. J'anime comme je peux, hein, j'ai pas les talents de Vicky. apps.sacubers.dev. Vous entendez depuis tout à l'heure niveau tous ces 1, petits ce site est inaccessible. J'ai activé... L'adresse DN. Voilà, j'ai activé NVDA. C'est la liseuse. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de volume à la technique, s'il vous plaît? J'ai le son là, c'est bon, c'est sorti de mon PC. On peut le monter? Bureau, sign in. Vous entendez un petit peu correctement? J'ai pas de retour, moi, j'entends pas très bien. Bureau. Peut-être pas autant. Sacubers. Cap sensibilisation aux critères ESG et aux politiques sectorielles. Donc là, vous entendez une voix de synthèse qui est en train de lire là où je pointe. Donc je vais pouvoir pointer. Ce module est entièrement utilisable au clavier. Donc maintenant, on imagine, je suis complètement aveugle. Pas de souris. Il faut que je puisse jouer à un jeu de rôle, dialogue, uniquement avec le clavier. Cliquable sensibilisation aux critères ESG et aux politiques sectorielles. Bienvenue, ce module est entièrement utilisable au clavier. Sélectionnez l'élément suivant, tab, sélectionnez l'élément précédent, ignorez le tutoriel bouton. C'est ça l'accessibilité. Les personnes qui sont en cécité absolue subissent ceci quand elles veulent accéder à ce contenu. Et on leur rend service en faisant un contenu accessible. Il faut comprendre à quel point c'est vraiment difficile. Suivant bouton. Suivant bouton. Ça, c'est la liseuse qui a détecté qu'il y avait écrit suivant dans le contenu HTML qui va le lire à voix haute. Je peux utiliser la touche barre d'espace, je vais passer après. Toutes les consignes, vous n'avez même pas besoin de les lire. Vous allez lancer le jeu, c'est trivial. Il n'y a aucune question à se poser. Une personne en situation de handicap va devoir entendre, parce qu'elle ne va pas le voir, tout ce qui est écrit sur cet écran, va devoir le comprendre, le retenir, parce qu'on lui donne des consignes pour quelque chose qui va arriver plus tard dans le jeu. Je passe les consignes, c'est pas très important. Voilà. Et je vais prendre la souris du coup parce que je vais pas... lire la vidéo d'introduction bouton. Petite vidéo. On l'a faite après. Pardon, on l'a faite avant. On a oublié de la doubler. On s'est rendu compte de la quantité de choses. Oui, c'est fort, hein, un peu. On s'est rendu compte de la quantité de choses qu'on avait oubliées. En cours de route, c'était complètement dingue. Des petites choses à droite, à gauche. En fait, ça demande de réellement... C'est quoi vos objectifs concrets ? Pour réduire l'empreinte carbone de nos financements, nous avons mis en place des politiques sectorielles qui encadrent les secteurs d'activité les plus émissifs ou ayant un impact sur la santé humaine. Plein de choses, on est allé loin, on a amélioré notre technologie. Maintenant, tous nos prochains modules vont être accessibles. On peut réutiliser ce qu'on a fait, on l'a pas juste fait pour ce client-là. Vous voyez, j'ai
Clickable, passer la vidéo. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Je suis Émilie, chargée d'affaires. Enchantée, je m'appelle Claire, référente RSM. On m'a demandé de venir vous présenter la démarche responsabilité sociale et mutualiste. Est-ce que ça vous va si on prend un instant pour en parler? Oui, tout à fait. J'ai un entretien bientôt avec un client et j'ai un peu de temps avant. Très bien. Avez-vous connaissance de la démarche RSM? Pardon. Je vais pouvoir choisir, je réponds l'un ou l'autre. Bon, le but, c'est pas vraiment de comprendre le jeu. Hein. Je vous fais un récap. La responsabilité sociale des entreprises, RSE, et l'intégration. Je vous fais un récap. La responsabilité sociale des entreprises, RSE, et l'intégration volontaire par les... Avec plaisir. Et je crois qu'il me restait pas de slide. J'ai la conclusion. Je vais la faire. WPS présentation. La solution générale est de concevoir un jeu qui pourrait se jouer en mode texte uniquement. Si jamais vous avez une seule chose à retenir, c'est ça. C'est possible. En fait, on s'est rendu compte que le jeu qu'on avait conçu sans même chercher à le faire accessible était un jeu qu'aurait pu se jouer en mode texte uniquement. Donc on avait la possibilité depuis le début de faire un jeu qu'un aveugle ou que quelqu'un qui est en surdité absolue peut utiliser. Le jeu de rôle, les dialogues, les personnages, quelque chose qui en plus est très utile sur les soft skills, ça s'y prête à merveille. La problématique qu'on avait eue, tous les liens, tous les éléments interactifs doivent être des liens ou des boutons. C'est possible, on va décrire un décor et ensuite on va dire dans ce décor, il y a 5 interactions possibles. Et on les dit à voix haute, on se les imagine dans la tête et ça fonctionne parfaitement. Et en fait, ça existe déjà ce qu'on vient de faire. Ça existe depuis toujours, c'est les livres dont vous êtes le héros. Un livre dont vous êtes le héros, ben en fait c'est ça. Je viens de réaliser que je développe des serious games ultra haute qualité, high-tech, depuis 20 ans. Et qu'en fait, je suis en train de refaire un livre dont vous êtes le héros. Et j'ai fini. C'est formidable. Bravo, Laurent. Alors, on l'applaudit, hein, honnêtement. C'est vraiment remarquable hein, d'avoir développé autant d'accessibilité par rapport au jeu. Et puisque vous êtes tous en EdTech, en formation d'apprenants, faites bien attention à votre contenu de manière à ce que vous ne créez pas des barrières pour certains apprenants qui n'oseront peut-être pas vous dire qu'ils ne peuvent pas accéder au contenu ou au programme. Donc merci beaucoup. Allez voir Laurent à Succubus. N20 à l'entrée. N20, c'est juste en face de l'entrée. N20, allez-y. Et voyez, discuter avec lui comment procéder. Et comme je vous disais, sur Microsoft, vous avez un Accessibility Tool. Vous l'avez en PDF, vous pouvez créer des rapports. Vous l'avez sur Google Docs et vous l'avez sur Apple aussi. Franchement, allez-y. Et puis sur tous les portables, les apprenants peuvent utiliser les accessibilités qui sont sur les portables eux-mêmes. Donc, apprenez-leur. Prenez-en conscience. Moi, j'utilise mon Zoom très souvent parce que j'ai du mal à voir certains textes, surtout au restaurant quand j'ai bu un verre de trop. Allez, au revoir. Donc, c'est notre prochaine séance qui va commencer. Nous ne prendrons aucune question. Bien Arnaud, Laurent, pardon.